Merci. Merci, Monsieur le Président. Marhaban jami'an. Chers doctorants, chers collègues, nous sommes à notre troisième atelier concernant les outils, bien sûr, avec la première conférence plénière. Et cet atelier porte sur les analyses factorielles et sur l'analyse typologique. Nous avons programmé ces deux modèles ou bien méthodes d'analyse de données et conjointement, c'est parce que nous jugeons que les deux méthodes font partie d'un groupe de méthodes homogènes, à savoir les méthodes multivariées. Nous sommes dans l'analyse multivariée, sachant très bien que dans l'analyse de données, nous avons les méthodes univariées, les méthodes bivariées que vous connaissez et également les méthodes multivariées. Dans les méthodes multivariées, nous avons également deux catégories en fonction de l'objectif de l'analyse. Une première catégorie, c'est l'analyse descriptive. C'est lorsqu'on cherche à décrire des individus d'une population statistique, quelle qu'elle soit. Ça peut être des entreprises, des organisations, des marques, des consommateurs. Donc, c'est des unités statistiques en général, ce qu'on appelle des individus. Et cette analyse descriptive peut porter soit sur des variables également. Donc, c'est un petit peu l'objectif de l'analyse factorielle. C'est lorsqu'on cherche à regrouper des variables pour en faire des dimensions ou bien des facteurs, comme il porte, comme je viens de le dire, sur des individus. L'analyse factorielle, c'est un groupe de méthodes. Donc, il n'y a pas une seule méthode d'analyse factorielle, mais il y a plusieurs méthodes d'analyse factorielle, également en fonction de la nature des variables. Est-ce qu'on est sur des variables qualitatives ou bien des variables quantitatives? En d'autres termes, est-ce qu'on est sur des variables nominales, pour parler un petit peu le jargon de l'analyse de données, l'analyse qui porte sur des variables nominales, des variables ordinales ou bien des variables métriques. Le pourquoi également de cette jonction entre la typologie et l'analyse factorielle, c'est parce qu'à un moment donné, les deux méthodes arrivent à un même résultat, notamment la catégorisation des individus. C'est-à-dire à travers l'analyse factorielle, on peut déduire des groupes d'individus, une typologie, une catégorisation. Et là, je fais allusion, par exemple, aux cartes stratégiques, les groupes stratégiques dans le cadre du management stratégique. Je fais allusion également des groupes de consommateurs dans le cadre de la segmentation des marchés. Et l'analyse factorielle, son output final, c'est la carte factorielle, ou bien ce qu'on appelle dans le jargon d'analyse de données, les cartes perceptuelles. La typologie, également, a le même objectif, c'est d'arriver à la fin, à travers un arbre hiérarchique, et on verra ça par la suite, à élaborer une typologie, une catégorisation des individus. Donc nous allons traiter donc, ces deux méthodes, ces deux modèles, l'analyse factorielle et l'analyse typologique. Donc avant de commencer à présenter l'une et l'autre des deux méthodes, je reviens avec un petit rappel sur un processus de mise en œuvre d'une recherche, quoiqu'il est tronqué un petit peu, donc, parce qu'avant cette première étape, donc la première étape, la recherche et la collecte de données, donc il y a toute la partie problématique, définition, délimitation du problème de décision, ou bien du problème sur lequel on travaille. Mes collègues hier, donc au niveau des conférences, sont revenus sur l'ensemble de ces aspects, de ces considérations, pour déboucher donc par la suite à la collecte, proprement dit, le travail sur le terrain, la collecte des données. Donc ça peut être un travail sur le terrain, comme ça peut être également des bases de données déjà disponibles qu'on cherche à exploiter pour en tirer un certain nombre de conclusions. La deuxième étape, c'est la présentation et l'analyse des résultats.
comme je viens de le dire, au niveau de l'analyse des résultats, nous avons les trois niveaux. L'analyse à une seule variable, univariée, donc avec tout ce que vous connaissez en termes de paramètres de tendance centrale, les paramètres de dispersion, les graphiques, etc. L'analyse bivariée, donc qu'elle soit descriptive ou bien une analyse bivariée explicative, avec tout ce qui est corrélation, ajustement, les régressions, les ajustements, les tests de Q2, etc. Et l'analyse multivariée, et nous sommes à ce niveau-là. Et enfin, donc, quand on a les résultats, donc, on va essayer donc, de les synthétiser, de les interpréter, que les paramètres, les sorties des analyses vont être interprétés pour, à la fin, donc, proposer des solutions aux problèmes de décision. La réponse peut être aux hypothèses, confirmation, infirmation des hypothèses, sinon des recommandations managériales si on est sur un travail d'entreprise ou bien d'organisation. Donc pour l'analyse factorielle, donc premier modèle programmé au niveau de cet atelier, l'objectif, sinon le but pour arriver aux objectifs par la suite, c'est de structurer, de regrouper et de structurer des données. Donc quand on est sur l'analyse univariée et on a par exemple dans une enquête 30 questions, donc il faut avoir 30 tableaux, 30 paramètres. Si on a des variables métriques, la moyenne pour la première variable, la deuxième jusqu'à la 30e variable, l'écart type, variance, le mode, la médiane, etc. Quand on passe un petit peu à un niveau supérieur, pour mieux comprendre la structure des données, pour en faire des conclusions intéressantes, il faut passer par des croisements. Et quand on parle des croisements, si on prend les croisements, et je crois là mon collègue statisticien, donc il va confirmer ça, donc c'est le marham que vous allez voir par la suite. Donc quand on a des croisements, il faut faire des combinaisons de 2 parmi 30. Donc ça nous fait une multitude de combinaisons, de tableaux croisés. On va avoir plusieurs tableaux croisés. Donc pour pouvoir un petit peu mieux comprendre sur quoi on travaille. Et l'analyse factorielle, justement, c'est une analyse conjointe, simultanée de plusieurs variables en même temps pour dégager rapidement des conclusions. Et donc le but, c'est de regrouper dans un même ensemble structuré qu'on appelle soit des axes, des facteurs, des composantes, des dimensions, et dans le jargon mathématique, on parle de vecteurs. Parce qu'il y a tout un algorithme donc, de calcul pour déterminer justement l'ensemble de ces composantes ou bien de ces dimensions. Donc maintenant, par hypothèse, si on considère que toutes les variables sur lesquelles on travaille, s'ils sont indépendantes, on aura autant de composantes que de variables initiales. C'est-à-dire si nous avons par exemple 10 variables sur lesquelles actives au niveau de l'analyse, dont les sorties de résultats, donc théoriquement, on aura 10 composantes. Mais on ne va pas retenir les 10 composantes. Et maintenant, l'objectif, c'est de réduire, c'est de regrouper et de réduire. Et donc, on va essayer de prendre les composantes qui restituent le maximum d'informations, c'est-à-dire les composantes les plus importantes et qui permettent de mieux comprendre la structure des données. Maintenant, pour les analyses factorielles, donc il y a plusieurs méthodes, on verra ça par la suite. Donc, selon l'objectif, comme je viens de le dire, donc il y a un objectif de réduction, et donc on cherche à synthétiser, à résumer l'information dans quelques dimensions principales. Et généralement, ces dimensions principales, elles sont indépendantes. C'est-à-dire l'appartenance, quand on fait le regroupement. Donc, je prends l'exemple de 10 variables. Donc, on va essayer de les regrouper dans quelques dimensions principales. Je prends par exemple 2 dimensions principales. Donc, chaque groupe de variables, il va contribuer à la formation d'une composante. Donc, si je prends par exemple 10, si je divise, et je dis n'importe quoi, 5 pour la première, 5 pour la deuxième, ou bien 3, 7, ou bien 3, 2. C'est-à-dire qu'on peut sacrifier donc, certaines variables qui ne sont pas, je dirais, pertinentes au niveau de l'analyse. Et on aura une déperdition de l'information.
Et maintenant, sur le tableau de données sur lequel on travaille, on a 100% d'informations, puisqu'on cherche à réduire, donc il faut quand même sacrifier une dose, un pourcentage d'informations. Donc on aura une déperdition. Mais quand on est à 60%, à 70, à 80, à 90, la tendance au niveau des résultats, elle va être sauvegardée. Peu importe est-ce qu'on est à 80, à 90, la tendance, elle va être gardée et donc on aura une confiance, une certaine pertinence au niveau de notre analyse, bien sûr avec des marges d'erreur et avec un seuil de confiance. Deuxième catégorie d'objectifs de l'analyse factorielle, c'est de répartir, donc c'est un petit peu la même chose, de répartir les variables initiales entre les différents facteurs. Et l'idée, à ce niveau-là, c'est de comprendre quelle est l'information commune, même entre les différentes dimensions, parce qu'on ne va pas faire une analyse isolée, dimension par dimension. L'analyse, c'est une analyse multivariée, donc c'est une analyse conjointe. La typologie, selon la nature des variables, parce que l'analyse factorielle, donc c'est un ensemble de méthodes, il y a des méthodes qui portent sur les variables nominales, qualitatives, donc notamment l'AFC et l'AFCM, l'analyse factorielle des correspondances, et l'analyse factorielle des correspondances multiples. Ils portent sur des variables qualitatives nominales. L'analyse factorielle qui porte sur des analyses ou bien sur des variables métriques, des variables quantitatives, et là je fais allusion donc, à l'ACP, donc, comme méthode d'extraction, l'analyse en facteurs et l'analyse factorielle généralisée, la méthode des moindres carrés, donc nous avons plusieurs méthodes d'extraction des facteurs. Donc c'est la technique d'extraction des facteurs qui change donc, d'une catégorie de méthodes qui portent soit sur le métrique ou bien sur le nominal, c'est-à-dire les variables qualitatives. Maintenant, quand on est sur les variables métriques, donc l'algorithme, il s'applique, et on verra ça par la suite, donc il s'applique, c'est à ce niveau-là, donc il s'applique sur la matrice des corrélations ou bien la matrice variance-covariance. Lorsqu'on est sur des variables nominales, qualitatives, donc on est à ce niveau-là, donc non métrique, l'ACP, l'AFCM, donc on est sur des variables qui ne sont pas métriques et la distance entre les individus donc, porte sur la distance de qui d'eux. Et les tableaux de données, ils changent également. Donc les tableaux sur lesquels on travaille ne sont pas les mêmes. Si on est sur l'AFC, l'analyse factorielle de correspondance qui s'applique sur deux variables, ce n'est pas du multivarié, quoique nous sommes sur le multivarié. L'AFC, qui fait partie des méthodes factorielles, elle porte seulement sur deux variables. Donc on est sur un croisement de variables et on est sur des tableaux de contingence. On parle de tableaux d'association ou bien des tableaux de contingence. Mais pourquoi il est programmé dans les méthodes multivariées? C'est parce que l'algorithme qui s'applique sur un tableau de contingence, c'est une double ACP. Donc si on comprend très bien l'ACP, l'analyse en composantes principales, on va comprendre facilement l'AFC et l'AFCM et les autres méthodes d'analyse factorielle. Donc l'AFC, c'est une double ACP et chaque modalité, donc quand on parle de variables qualitatives, on a des modalités. La couleur, par exemple, le rouge, vert, noir. La catégorie socio-professionnelle, étudiant, ouvrier, cadre supérieur. On fait le croisement pour savoir, par exemple, quelles sont les préférences de chaque catégorie socio-professionnelle en termes de couleur, ou peut-être en termes de destination touristique. Les modalités, à savoir les différentes couleurs. Les modalités, à savoir les différentes catégories socio-professionnelles, deviennent des variables. D'accord? Et donc, on est dans le multivarié. Donc, on travaille donc, sur un certain nombre de tableaux donc, par la suite donc, qui permettent d'arriver donc, à avoir une carte factorielle selon l'ACP de la première variable, une carte de l'ACP selon la deuxième variable et
lorsqu'on fait donc la jonction des deux, donc on aura une carte qui va nous permettre de comprendre les correspondances entre les modalités de la première variable et les modalités de la deuxième variable. Mais ça, ce n'est pas l'objectif, je dirais, de cet atelier. Selon l'objectif, donc également, et qui est très important dans la recherche, l'analyse factorielle peut être exploratoire comme il peut être confirmatoire. Exploratoire, c'est lorsqu'on cherche à identifier les liens possibles entre toutes les variables étudiées. Excusez-moi pour cette petite erreur. Toutes, donc au féminin, toutes les variables étudiées. C'est pour déterminer les composantes principales, justement. Et l'analyse confirmatoire, c'est lorsqu'on cherche à confirmer des hypothèses. C'est-à-dire on a les facteurs, on ne cherche pas à les déterminer comme dans l'exploratoire. L'exploratoire, c'est explorer. Donc on a un tableau de données, on a des variables, on cherche à identifier les variables latentes, des combinaisons linéaires des différentes variables. L'analyse confirmatoire, on a les dimensions, on a les variables qui composent les dimensions. Donc par exemple, on va dire la confiance, c'est une dimension, et c'est une dimension qui est composée de, et on va citer les items, une échelle de mesure. On a une échelle de mesure d'un concept. Ça peut être la confiance, l'engagement, attachement, la fidélité et autres concepts. Et chaque concept, il est composé. Un concept, il a un sens, et son sens, il est multidimensionnel. Il est composé de plusieurs items. Donc on a une échelle et on cherche à savoir est-ce qu'effectivement les items qui composent, ou bien l'échelle de la dimension en question, du concept en question, est-ce qu'il regroupe l'ensemble de ces items? Ou bien l'analyse va nous dire que selon l'échelle qui est composée de 8, par exemple 8 items, les plus significatifs, c'est seulement 3. Ou bien les 8, ils sont très significatifs. Ou bien la composante en question, donc, dont l'analyse, c'est-à-dire objet du travail sur le terrain, elle n'est pas vraiment significative. Donc on cherche à confirmer ou infirmer des hypothèses, donc c'est l'analyse confirmatoire. Maintenant, pour l'analyse factorielle, comme je viens de le dire, il y a plusieurs méthodes d'extraction. Je l'ai cité, donc l'analyse en facteurs communs, la méthode des montres carrées, la méthode factorielle généralisée, l'ACP normalisée, etc. Donc ce que je vais présenter à ce niveau-là, non pas l'ensemble des méthodes, mais seulement d'extraction, seulement la méthode ACP. Et pour être un petit peu redondant, donc l'ACP, donc c'est une méthode d'analyse multivariée descriptive. Donc elle cherche à décrire, on n'est pas dans les méthodes explicatives. Et il permet de résumer des informations sur des variables quantitatives, donc métriques, sinon ordinales, et bien sûr mesurées sur plusieurs individus. Pour les étapes de l'ACP, donc la première étape, c'est la définition des objectifs de l'analyse. Donc, est-ce qu'on est déjà dans le confirmatoire ou bien dans l'exploration, méthode exploratoire ou bien confirmatoire? Quel est l'objectif principal? Est-ce qu'on cherche à positionner des produits? Donc, la recherche dans le cadre du marketing d'un univers de positionnement, un concept de positionnement. Est-ce qu'on cherche à segmenter un marché? Est-ce qu'on cherche à élaborer une carte des groupes stratégiques, etc. Donc il faut bien définir son objectif, sinon l'ensemble des objectifs de l'analyse. La deuxième étape, c'est la préparation et vérification des données et les sorties de résultats des logiciels, donc on le verra par la suite. Donc il va nous permettre dans un premier temps d'avoir un certain nombre de paramètres, de tendances centrales, donc telles que la moyenne, des corrélations entre les différentes variables pour un petit peu comprendre la structure des données et de savoir déjà est-ce qu'on peut avancer au niveau de l'analyse, sinon nos données ne sont pas pertinentes pour effectuer cette analyse. Donc c'est un premier examen préliminaire pour mieux comprendre la structure des données. Mais le plus important par la suite, c'est le traitement
Donc il est sorti de résultats de logiciels. Donc avec bien sûr des sorties sous forme de calcul qu'il faut interpréter. Les logiciels ils sont nombreux. Donc vous avez SPSS, donc on va voir une petite démonstration donc, à l'aide de SPSS. Le R également. Vous avez XL, c'est pas Excel, mais XL Stat, dont les résultats sont très intéressants. Donc parfois, il y a un certain nombre de paramètres qui ne font pas partie des sorties de SPSS et d'autres logiciels que vous retrouvez au niveau de XL Stat. Donc c'est un module de Excel, mais c'est un logiciel donc à part entière. Maintenant, pour la troisième étape, donc l'étape de logiciel et de calcul. Donc pour les calculs, on travaille sur un tableau de données. Donc un tableau de données, vous le connaissez, donc c'est voilà, c'est un tableau qui se présente de la sorte. Donc on va avoir des variables, donc x1 par exemple, x2, jusqu'à xp, donc p variables. On aura des individus, 1, 2, 3, les observations, jusqu'à n individus. Et ça devient une matrice d'ordre n, np. Donc c'est une matrice donc à p colonnes, n lignes. Et là, on a les réponses, sinon les données. Donc par exemple, quel est votre âge? La première variable, c'est l'âge, 20 ans pour le premier, 35, 40. Quel est votre revenu? 10 000 dirhams, 5 000 dirhams, etc. Maintenant, quand on efface cette partie, donc on aura seulement la matrice des données. Voilà, donc c'est une matrice d'ordre NP sur laquelle on peut effectuer un certain nombre de calculs matriciels. Diagonalisation, détermination de déterminants, etc., soustraction et autres méthodes de calcul. Donc la deuxième étape, donc sur ce premier tableau de données, on va le transformer en une matrice des corrélations, ou bien la matrice variance-covariance. Donc une matrice de corrélation, les variables actives sur lesquelles on travaille, ils seront en ligne. Donc x1, x2 jusqu'à xp, les mêmes variables en ligne. Et les corrélations, donc les coefficients de corrélation 2 à 2. Vous connaissez les corrélations, coefficients de personnes, puisqu'on travaille sur des variables métriques, sinon sur des variables ordinales, donc c'est le coefficient de Spearman. Sinon, il y a d'autres coefficients de méthodes de calcul des coefficients de corrélation. Donc x1 avec x1, pardon, c'est 1. Un individu avec lui-même, c'est lui-même, donc c'est 1. Donc la diagonale, elle est unitaire. Et puis, donc c'est symétrique. Donc la même chose pour la matrice variance-covariance. Donc on calcule la covariance. Donc la covariance, on va la voir à ce niveau-là. x1 avec x1, la covariance de x1 avec 1, démonstration faite, c'est la variance. V de x1, donc variance, V1, V1. Donc la diagonale, c'est la variance. Et là, on va avoir la covariance. Covariance, et c'est également symétrique. La covariance d'une variable avec elle-même, c'est la variance. Donc la formule, vous la connaissez, donc c'est très simple de faire ces calculs. Donc après la matrice des corrélations, sur cette matrice des corrélations, il y a la matrice variance-covariance. Donc on va essayer d'extraire les axes ou bien les facteurs, à l'aide bien sûr de la variance expliquée, ou bien le pourcentage de variance expliqué par chaque composante extraite. Et enfin, donc on va essayer de mesurer la qualité de notre ajustement, ou bien de l'ajustement de notre modèle.
Donc c'est ce que je viens de dire. Donc on a un tableau de données de départ, donc une matrice. Donc par la suite, si on juge que les variables initiales sont disparates dans la mesure, donc ils n'ont pas la même échelle de mesure, on va les centrer et les réduire. Et là, on va se retrouver donc, avec une analyse, une ACP normalisée, pour ne pas dire normée, normalisée. Centrage et réduction, donc à l'aide donc, de la formule suivante, moins la moyenne, donc chaque valeur du tableau de données de départ, de notre tableau de données de départ, donc on va retrancher la moyenne pour que la moyenne de la distribution devienne 0. Ça vous rappelle un petit peu la loi normale, centrée réduite. Hein? Donc x bar, x moins x bar sur l'écart type. L'écart type, il devient unitaire, donc c'est 1. Et quand on est sur l'échantillonnage, donc la distribution d'échantillonnage, son écart type, c'est l'écart type de la population mère divisé par racine de n. Donc toutes les valeurs, toutes les données qu'on va avoir à ce niveau-là, donc ils vont être transformées. Et on passe donc de données brutes à des données centrées réduites. Mais si on juge que les mesures ne sont pas les mêmes, kilogramme, monnaie, l'âge, l'année, etc. Nous avons des variables qui sont mesurées, chiffre d'affaires en dirhams, donc des variables qui sont mesurées de différentes manières pour homogénéiser et revenir donc, à la même échelle. Donc on va procéder donc, au centrage et à la réduction. Si maintenant les variables ont la même échelle de mesure, on n'aura pas besoin de centrer et de réduire. Donc, bien sûr, la matrice des corrélations, ou bien la matrice variance-covariance, ils sont symétriques, ils sont réels, et donc ils sont diagonalisables. Et par conséquent, donc, par la suite, on pourra extraire donc, de ces deux matrices ce qu'on appelle les vecteurs propres, qui vont devenir par la suite des composantes principales. Et chaque vecteur propre, chaque composante, restitue un pourcentage d'information. Et ce pourcentage d'information, il est mesuré par le pourcentage de variance expliqué par chaque composante. C'est-à-dire dans le tableau de données, on a une variance totale et chaque composante principale donc, a une dose, il restitue, il comprend une dose de cette variance expliquée. Et bien sûr, quand on prend la somme des variances, ou bien la somme des pourcentages des variances de chaque composante, on aura 100% de l'information parce qu'a priori, on a considéré que les variables sont indépendantes et par conséquent, on aura autant de composantes que de variables initiales. Et donc la somme, si on a 10 variables, 10 composantes, 10 variables c'est 100% d'information, 10 composantes c'est 100% d'information. Et la première composante la plus importante, c'est elle qui restitue le maximum d'informations. C'est la composante dont la variance, ou bien le pourcentage de variance, est le plus élevé par rapport aux autres composantes. Donc maintenant, le pourcentage d'information, donc il est calculé de la sorte. Chaque composante principale dont les sorties de résultats, on le verra par la suite. Je vais un petit peu avancer pour mieux comprendre. Donc si je prends par exemple ce tableau sur une étude, et on revient donc sur l'étude, donc c'est une étude, je dirais, qu'a vulgarisé dans la formation sur l'analyse en composantes principales, un investisseur qui veut choisir donc un lieu pour son investissement, une ville, une région en France. Et pour éclairer sa décision, donc il a pris 7 variables pour décrire l'ensemble des régions donc au niveau du pays en question, à savoir la France. Le nombre d'entreprises au niveau de chaque région, au niveau de chaque ville, voire la concurrence, le nombre de lignes téléphoniques, l'infrastructure, la population en milliers, la superficie en kilomètres carrés, le nombre de brevets déposés, l'innovation, la dynamique en termes d'innovation au niveau de chaque région, la population active sur la population totale et le taux de chômage. Il a récolté les données donc sur l'ensemble de ces variables, x1 jusqu'à x7, les villes en ligne et
par la suite, il a soumis ce tableau de données à une ACP. Donc, parmi les sorties de résultats, puisqu'il y a 7 variables, on va avoir combien de composantes? 7 composantes principales, qui sont dans le tableau suivant. La première, la deuxième, la troisième. Et chaque composante principale a une valeur propre, parce que chaque composante, c'est un vecteur propre. Chaque vecteur propre, on lui associe une valeur propre. Et le pourcentage d'information, donc pour la première composante, c'est 3,7 divisé par le total de la colonne sur l'ensemble. Donc c'est un petit peu ça. Donc lambda 1, la première valeur propre divisée par la somme des valeurs propres fois 100 pour avoir un pourcentage. Et donc sur cette analyse, on a la première composante, elle restitue 52% d'informations, ou bien de variance expliquée. La deuxième, c'est 27%, 9%, 7%. Le total, c'est 100% quand on fait le cumul au niveau de cette colonne. Donc le cumul, c'est 100%. Mais on ne va pas retenir donc les 7 variables parce que l'objectif, c'est de réduire la dimensionnalité de notre tableau de données. Donc il y a des règles pour décider du nombre de composantes. Donc parmi les règles, pour décider des composantes principales, la première règle, c'est la règle de Kaiser. La règle de Kaiser, il nous dit qu'il ne faut retenir que les composantes principales dont la valeur propre est supérieure à 1. Donc si on revient aux sorties de résultats, la première composante, c'est 3, la deuxième composante, c'est 1,9, et après, ça tend à moins de 1. Donc on va retenir combien de composantes de cette analyse pour décider de la région donc propice à l'investissement, c'est seulement 2 composantes principales. Et d'ailleurs, là vous voyez, c'est SPSS, c'est parce que SPSS, il nous dit est-ce que vous voulez extraire les facteurs en fonction de la valeur propre automatiquement? Par défaut, il nous donne 1. Sinon, nous, dans notre analyse, donc si on est sur une nouvelle analyse, il ne faut pas mettre le 1, la règle de Kaiser. Il faut mettre le nombre des facteurs. J'ai 7 facteurs, je mets 7. Et après, c'est à moi de décider. Est-ce que je retiens la règle de Kaiser? Ou peut-être même, je retiens une autre méthode qui m'est intéressante pour l'analyse de mes données ou bien du problème en question. La deuxième règle, donc c'est un pourcentage que se fixe le chercheur. Un pourcentage d'informations dans lequel il va mener son analyse. Et ce pourcentage d'informations, ça dépend maintenant de la littérature. Certains, ils nous recommandent 60%, je fixe 60%. D'autres, ils nous disent c'est à partir de 70%. Donc, par exemple, je prends la première dimension. C1, C2. Valeur propre 0,3, 0,4, 0,45, 0,25 et autres. Total, donc le cumul, pour les deux, c'est 0,75. Si je fixe la règle de Kaiser, valeur propre supérieure à 1, on n'a pas les valeurs propres, on a seulement les pourcentages. Ça, c'est en pourcentage, c'est en 45%, 25%. Donc là, c'est le pourcentage de la variance. Excusez-moi, donc il y a d'autres composantes, C3, C4, etc. Donc maintenant, si je fixe la règle de Kaiser, il se peut que je n'aurai pas seulement 2 composantes, mais 3 composantes qui restituent 80% d'informations, ou bien 90% d'informations. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de mener mon analyse avec 3 dimensions, seulement 2 dimensions. Donc je fixe un pourcentage d'informations de 60%. La première, c'est 45%, je n'atteins pas les 60%. La deuxième, c'est 25%. Les deux, j'atteins les 60% et plus. Donc, j'arrête le nombre de composantes à 2. Le cas contraire, j'aurai besoin de 3 composantes. Je fixe la règle de Kaiser. La dimension, je parle d'un petit peu marketing, la dimension cognitive, la dimension affective et la dimension comportementale ou bien conative. J'aurai 3 dimensions pour mener mon analyse, pour mieux comprendre, par exemple, le comportement
du consommateur. Si je prends seulement deux dimensions, ça va être tronqué. Je ne suis pas cohérent avec la littérature ou bien avec la théorie dans le domaine en question. La troisième règle, c'est la moyenne. Je veux dire, c'est comme les délibérations pour les étudiants. Ceux qui ont la moyenne et plus, ils vont réussir. Toutes les dimensions, donc dont la variance expliquée moyenne, dont la variance expliquée est égale ou dépasse la variance expliquée moyenne, ils vont être retenus. La quatrième méthode, c'est la règle du coude, ou bien ce qu'on appelle le scriplot. C'est l'examen de l'histogramme des valeurs propres. Donc on revient à notre tableau. La première dimension, sa valeur propre est de 3, la deuxième dimension c'est 1,9 et on trace donc cette courbe. Et à un moment donné, donc le coude, point d'inflexion, mathématiquement ce qu'on appelle un point d'inflexion, il y a une chute de l'information. C'est-à-dire on passe de 52% d'information, 21% d'information, et après c'est 9, c'est 7,2. Et même en termes de gain d'information, donc quand on est à 80% d'information, quand j'ajoute la troisième, c'est seulement 89. Il n'y a pas un gain substantiel en termes de dose d'information. Donc ce qu'on appelle également la règle de Ebouli, c'est le graphique des valeurs propres, ou bien la règle du coude. Donc le coude, dans cette étude sur les régions en France, il se forme au niveau de la troisième dimension. La règle, c'est de ne retenir que les dimensions qui sont avant le point d'inflexion. Chute d'information qui illustre la chute d'information. Et donc c'est cohérent, c'est conforme avec la règle de Kaiser. Maintenant, l'interprétation. Donc, décision. On retient combien de composantes dans cet exemple? 2 composantes principales. Maintenant, il faut les nommer, il faut les interpréter, il faut leur donner un sens. Pour leur donner un sens, il faut revenir aux variables actives, les variables initiales. Dans notre exemple, les 7 variables, et de voir quelles sont les variables qui forment chaque dimension, qui composent chaque dimension. Donc, pour ce faire, les variables initiales, par hypothèse, ils doivent être, pour former une composante, ils doivent avoir un lien entre elles. Je ne peux pas regrouper des éléments qui n'ont aucun lien, aucune affinité entre eux. Et donc, quand est-ce que les variables actives sont factorisables, regroupables? C'est lorsqu'ils sont corrélés. Les liens, statistiquement, c'est la corrélation. C'est lorsqu'ils sont corrélés entre elles. Et par conséquent, donc on revient donc à une matrice, un tableau, pour ne pas dire une matrice, un tableau intitulé au niveau de SPSS, tableau des composantes. Et ce tableau des composantes n'est que le tableau des corrélations entre quoi et quoi? Entre les variables, entre les variables initiales et les composantes principales. Donc en ligne, on a les variables initiales. En colonne, on a les composantes retenues, première et deuxième composante. Et les valeurs que vous avez là, ce sont les coefficients de corrélation. Et on va rattacher à chaque composante les variables avec lesquelles elle est fortement corrélée. Donc pour la première composante, elle est corrélée positivement avec la première variable, avec la deuxième variable et la troisième variable. Pour la deuxième composante, là, c'est des zéros. Vraiment, corrélation pas significative. Donc, les corrélations les plus fortes, c'est au niveau de la variable 6, positivement et négativement, avec la variable numéro 7. Et donc, on va dire la première composante est formée de le nombre d'entreprises, le nombre de lignes téléphoniques, la population en milliers. La deuxième composante est formée de la variable numéro 6, population active sur la population totale et le taux de chômage. Si on n'a pas cette matrice des corrélations entre composantes et variables initiales,
on va vers ce qu'on appelle le cercle des corrélations, sachant que la corrélation, elle est comprise entre -1 et 1 pour la première dimension, pour la deuxième dimension. Et ce cercle des corrélations, il visualise les corrélations entre les composantes et les variables initiales. Donc on a un petit peu le même résultat, le taux de chômage. Donc là, vous avez taux de chômage, corrélation négative, c'est le taux de chômage, c'est à ce niveau-là. Corrélation positive, toujours avec la deuxième composante, c'est la population active sur la population totale. Et les trois autres variables, donc ils sont liés à la première dimension. Et chaque dimension restitue bien sûr un pourcentage d'informations. Maintenant, soit on lit la matrice des composantes pour mieux comprendre les variables qui contribuent à la formation de chaque composante. Sinon, si on n'a pas ce tableau, on revient au cercle des corrélations. Ils ont le même objectif. C'est bon ? Maintenant, il faut nommer, il faut interpréter, nommer les composantes en question. Donc, la proposition qui a été faite pour cette analyse, donc si on prend la première dimension, avec le nombre d'entreprises, ben, c'est un potentiel. L'infrastructure, la population en milliers. Donc, c'est ce qu'on appelle la dynamique du territoire. Le potentiel, c'est un potentiel que présente le territoire en question. Donc c'est le potentiel de développement. Donc c'est écrit. Malheureusement, la deuxième composante, donc l'intitulé, elle est occultée, mais c'est la situation économique actuelle. Situation économique actuelle. Et donc la projection se fait par la suite. Donc pour l'ensemble des territoires étudiés, les individus, avec les dimensions retenues. Donc la première dimension qui restitue 50% d'informations. La deuxième, donc c'est la situation économique actuelle. Je vais l'écrire. Situation économique actuelle. La première, c'est 50% d'informations. La deuxième, c'est 27%. 52 et 27%. Donc 27% d'informations. Ça, il faut l'avoir au niveau des cartes. Donc l'intitulé, avec le pourcentage d'informations de chaque dimension. Et après, donc, c'est la projection. Donc l'algorithme calcule les coordonnées, donc les nouvelles coordonnées de chaque individu pour chaque composante. Donc maintenant, quelle est la région, le territoire le plus propice à l'investissement? La décision, elle va être faite, à mon avis, sur Rhône-Alpes. Dans un premier temps, Rhône-Alpes. Donc le potentiel de développement, il est comment? Très élevé, un très grand potentiel de développement économique de la région ou bien du territoire en question, avec une situation économique actuelle également très positive. Donc sur le premier axe et sur le deuxième axe. Maintenant, si je prends Picardie, potentiel de développement, il est comment? Négatif. C'est-à-dire dans l'avenir, c'est une région qui ne va pas décoller. Et également, la situation économique actuelle, elle est comment? Elle est également négative. Donc maintenant, c'est une description, on va décrire chaque point, donc chaque territoire, en fonction des deux dimensions, et on va oublier donc, les différentes variables actives au niveau de l'analyse. C'est bon, c'est clair? Donc maintenant, je passe, si vous le permettez, donc, à un point important au niveau de l'analyse factorielle, c'est les conditions d'application. Normalement, c'est qu'on voit le début. Donc, pour les conditions d'application, nous avons la première condition, les variables ils doivent être corrélées entre elles pour qu'ils soient factorisables. Donc, pour juger de la corrélation, nous avons cet indice KMO, Kaiser, Mayer, Olkin, donc 3 auteurs donc, qui ont élaboré cet indice.
Et le KMO, on le verra par la suite, il nous permet de dire est-ce que les variables sont corrélées ou pas corrélées entre elles. Si dans les sorties de résultats d'un logiciel, on n'a pas le KMO, on va aller directement vers la matrice des corrélations. Et on va apprécier les corrélations. Donc c'est un petit peu fastidieux, c'est pas pertinent, c'est pas précis. C'est pas précis, mais on n'y peut rien si on n'a pas le KMO. Donc on va se fier donc de cette appréciation de la matrice des corrélations. La deuxième condition, c'est la normalité. La distribution des différentes variables doit suivre une loi normale multivariée. Toutes les variables doivent suivre une loi normale. Donc si on n'a pas cette condition également, donc on ne peut pas appliquer donc, l'analyse factorielle, notamment l'ACP. Et pour apprécier de la normalité, donc on a un test de sphérécité, c'est le test de Bartlett. Le test de Bartlett, pour qu'il soit significatif, il doit tendre vers 0. Donc pour le test de Bartlett, qui permet d'apprécier la normalité, il doit tendre vers 0, inférieur à 5%. C'est bon? Pour le KMO, donc nous avons plusieurs seuils qui nous renseignent donc sur l'adéquation et l'exécution de la factorisation. Donc il doit être très proche de 1. Il y a un seuil, il y a certains qui nous recommandent 0,5, 50%. Il y a d'autres qui nous recommandent à partir de 0,7, 70%. Ouais, 70%, il est vraiment très important dans les analyses. Quand on prend les corrélations, par exemple, un coefficient de corrélation supérieur à 70%, quand on calcule le coefficient de détermination, qui est le coefficient de corrélation au carré, donc 70, 0,7 au carré, ça nous donne 0,49, 50%, c'est presque 50%. La variation de x détermine presque 50% de la variation de y. Donc généralement, on recommande les 0,70 pour toujours garder donc, la tendance au niveau des résultats. Bien sûr, troisième condition, de les deux conditions, la normalité et la corrélation. La troisième condition, les variables doivent être métriques, sinon au moins ordinales. Donc 3 conditions pour appliquer l'ACP. Maintenant, on passe à une application sur SPSS. Donc sur SPSS, je prends cet exemple d'une étude sur les perceptions de l'usage d'une pâte de dentifrice. Donc c'est une enquête auprès d'un échantillon, on va dire un échantillon représentatif, à travers 6 variables, donc 6 questions, qui mesurent donc, cette perception. La première, il est important d'utiliser une pâte de dentifrice qui prévient la formation des caries. Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord? Une échelle de Likert allant de 1 à 7. La même échelle pour la deuxième variable, pour la troisième, etc. Une pâte de dentifrice doit rendre les dents brillantes. Un dentifrice doit renforcer les gencives. Un dentifrice doit rafraîchir la laine. La prévention contre les caries n'est pas un avantage important du dentifrice. Et enfin, un dentifrice doit avant tout donner de belles dents. Donc on a 6 variables, 6 questions. Après, donc, on a les données. Maintenant, il faut appliquer donc, l'analyse factorielle pour dégager un certain nombre de conclusions. Donc je passe à l'application. Sauf si vous avez des questions avant de passer à l'application, donc n'hésitez pas. J'espère que vous arrivez à voir, quand on exécute SPSS, donc on va avoir cette première fenêtre, et sur cette première fenêtre, il faut saisir les variables.
si on a un questionnaire. Si on n'a pas le questionnaire, donc on va vers fichier et on va importer des données, donc d'un tableau Excel ou autre. Donc si on a déjà une base de données, donc on peut récupérer donc, ces données et appliquer donc, une méthode d'analyse donc, telle que l'ACP ou autre. Donc pour une enquête, généralement donc, on procède donc, par le premier bouton, donc vue des variables, donc en bas ici, vue des variables, et on va saisir les variables. Donc quel est votre âge par exemple, votre revenu et ainsi de suite. Donc moi j'ai saisi les 6 variables, V1 jusqu'à V6. La première variable, elle est importante d'utiliser, c'est le libellé, donc c'est la formulation de la question. Et après, on saisit les valeurs. Donc nous avons les valeurs dans ce cas, donc 1, je mets valeur 1, pas du tout d'accord, donc c'est en désaccord. Ajouter, donc ici, donc ajouter, donc il va être activé, ajouter. Après, je mets le 7e échelon, c'est entièrement d'accord. Donc c'est une échelle allant de 1 à 7, pas du tout d'accord, ou bien en désaccord, jusqu'à tout à fait d'accord. Ça ne sert à rien de saisir les échelons intermédiaires. Donc ça va être fastidieux. Donc OK, et je prends la mesure. C'est une échelle d'attitude, selon les questionnaires, et selon la mesure, c'est une mesure ordinale. Donc nous avons 3 types de mesures. Donc vous avez la mesure échelle, c'est les variables métriques, l'âge, le poids, le chiffre d'affaires, le nombre, je dirais la quantité produite, etc. Variable ordinale, généralement, c'est les échelles d'attitude, pas du tout satisfait, pas du tout d'accord, important, pas important, etc. Donc c'est des échelles qui mesurent l'intensité d'une attitude. Sinon, c'est un classement. Veuillez classer par ordre d'importance les critères de décision suivants. Premier critère, deuxième, troisième, et on va en faire un classement, ce qu'on appelle des variables ordinales. Il y a un ordre, il y a un classement. Et puis vous avez les variables nominales. Les variables nominales, donc c'est des variables avec des modalités, et il n'y a aucun classement intrinsèque entre les modalités. Rouge, vert, vert, rouge, étudiant, ouvrier, ouvrier, étudiant. Donc il n'y a pas vraiment, un rapport, sinon un classement entre les différentes modalités. Donc on saisit donc les variables, les noms de variables. Le type, dans ce cas, quoique si je prends l'échelle, donc c'est numérique, mais les différentes possibilités, virgule, point, notation scientifique, date, dollar, symbole monétaire, chaîne, si on a des variables, des questions ouvertes, chaîne de caractères. Donc généralement, dans les enquêtes, on est soit sur numérique ou bien sur échelle, sinon pour d'autres analyses, donc on est sur les dates par exemple pour des séries chronologiques, etc. Donc on peut donc, mettre la variable date, date de création, date de naissance, etc. Donc après, on passe à vue des données. Vue des données, donc c'est un tableau Excel. Donc on va avoir un tableau vide où il y a les 6 variables saisies, V1 avec leur code, V1 jusqu'à V6, et on a les individus, 1, 2 jusqu'à l'infini, donc, et on va saisir leurs réponses. Donc je prends le questionnaire par exemple, la première personne, elle est entièrement d'accord que le fait d'une pâte de dentifrice est tel ou tel avantage. Il est entièrement d'accord avec la première question, avec la première proposition. L'individu numéro 5, pour la première proposition, elle est en désaccord, et ainsi de suite. C'est les réponses qu'on va essayer de saisir. C'est bon, c'est clair? Donc après, on passe à l'analyse. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on va choisir comme analyse? Est-ce qu'on a ACP? On ne l'a pas. Réduction des dimensions, parce que l'ACP, l'analyse factorielle, comme on l'a dit dans le but, l'objectif, il permet de réduire l'information. Donc, si on a analyse factorielle, on va cliquer sur analyse factorielle. Si on a ACP, on va cliquer sur ACP. Si on n'a pas, donc on va chercher donc, un intitulé qui correspond donc, à notre analyse. Donc, la réduction des données, donc, il fait partie des analyses factorielles, surtout pour l'ACP qui est métrique. L'AFC, l'AFCM, donc c'est sur des variables qualitatives, nominales, donc on ne peut pas dans ce cas, puisque nous avons des échelles d'attitude, donc ordinales, donc on va cliquer sur analyse factorielle. Dans cette première bande ici, donc on a toutes les variables, on va les introduire, le bouton, on va les sélectionner et les introduire. Donc voilà, ils sont déjà sélectionnés. Normalement, a priori, une première analyse, c'est qu'on en a, on les sélectionne, on les introduit.
Après, si on a besoin donc, d'avoir quelques paramètres de l'analyse univariée pour comprendre un petit peu la structure des données, donc on va les générer. Le plus important à ce niveau-là, à mon sens, c'est l'indice KMO et le test de sphéricité pour savoir est-ce que les conditions donc, sont respectées pour suivre. L'extraction, comme je viens de le dire, donc il y a plusieurs méthodes d'extraction. Donc chacune est valable selon un certain nombre de conditions, notamment la nature des variables, est-ce que les variables ont la même échelle de mesure, etc. L'objectif, est-ce que c'est la structuration, est-ce que c'est la confirmation, l'exploration. Donc là, on est sur l'analyse en composantes principales. Et là, vous avez l'extraction, est-ce qu'elle est basée sur les valeurs propres? La règle de Kaiser, 1. Pour moi, je ne vais pas mettre 1. Je vais mettre toutes les composantes. Donc, j'ai autant de composantes que de variables initiales. J'ai 6, je mets 6. Et après examen, je décide donc d'une règle, soit Kaiser ou autre. J'ai également le tracé d'effondrement, c'est ce que nous avons appelé le scriplot, la règle du coude, avec l'histogramme des valeurs propres. La troisième ou bien la quatrième règle de choix du nombre de composantes. Au Prakhasna, c'est bon, je crois, pour le moment. J'exécute, OK. Les résultats. C'est un peu lourd, donc il y a l'exécution, donc il est écrit en bas. Ça prend un peu de temps. Donc, pour les conditions, nous avons l'indice Kaiser-Meyer-Olkin, le KMO. Il est de 0,69, donc très proche de 0,7. Donc, on peut dire que les variables sont corrélées entre elles, l'interprétation, et donc ils sont factorisables. Donc, on peut appliquer l'ACP. La deuxième règle, donc, c'est le test de Bartlett. Donc, vous avez la significativité, donc il est inférieur à 1%. Donc, la règle, le seuil, c'est 5%. Donc, les variables suivent, la distribution suit une loi normale multivariée. Donc, également, c'est une condition respectée. Et on peut, maintenant, si on n'a pas la significativité dès le test, on peut aller vers le Ki2. Le Ki2, donc le Ki2, il est à 90. Maintenant, si on prend le DDL, le degré de liberté, et le nombre d'observations, le seuil de confiance, bien la marge d'erreur, la table, comme ça, c'est à la fois de la règle, donc on compare le Ki2 calculé, les OA 90, avec le Ki2 de la table théorique critique. S'il est supérieur, donc l'hypothèse, elle est confirmée, donc les variables, ils suivent une loi normale, H0, H1. Maintenant, le tableau de la variance expliquait les valeurs propres. Donc, nous avons les 6 questions, ces variables, on aura 6 composantes. Chaque composante a une valeur propre, il restitue un degré d'information. Donc, 2,7, 1,8. Si on retient la règle de Kaiser, on retient combien de composantes? 2 composantes principales. Si on retient la règle du coude, le scriplot, le point d'inflexion, c'est à ce niveau-là. Donc également, on va retenir 2. Les 2 composantes restituent combien d'informations? 75% d'informations, c'est correct. Donc on peut mener notre analyse selon les 2 premières composantes. Donc maintenant, je peux refaire l'analyse et appliquer la règle de Kaiser. Les valeurs propres supérieures à 1. J'aurai le même tableau, sauf que les cumuls, le massif crash et les autres, c'est les 2 premières composantes retenues selon la règle de Kaiser. Je ne vais pas le faire pour ne pas perdre du temps. Donc maintenant, la matrice des composantes, on va oublier la 3e jusqu'à la 6e composante. On va retenir seulement la première et la 2e. Donc la première composante est formée. Donc c'est le commentaire, est composée de la première variable, la 3e variable et la 5e variable négativement.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la première composante? Il est important d'utiliser une pâte de dentifrice qui prévient la formation des caries. La troisième composante, un dentifrice doit renforcer la gencive. Formation des caries, la première, gencive pour la troisième. Pour la cinquième, la prévention contre les caries n'est pas, puisque c'est négatif, donc on va dire, c'est un avantage important. La corrélation est négative, donc la proposition n'est pas confirmation donc positive. Donc, comment peut-on appeler cette dimension? Aspect médical, ou bien, pour ne pas dire aspect médical, la santé buccale, la santé des dents. Donc, c'est l'axe santé. C'est la première dimension. La deuxième dimension, corrélée principalement avec V2, 0,80. Un dentifrice doit rendre les dents brillantes. Un dentifrice doit rafraîchir la laine. Et enfin, un dentifrice doit avant tout donner de belles dents. Belles dents, des dents brillantes, bonne haleine, c'est l'esthétique. Ou bien, pourquoi avoir de belles dents? C'est pour soi-même, mais également pour c'est son image, c'est pour les autres. C'est les groupes de référence. Et donc, on peut dire l'axe, pour ne pas dire esthétique, l'axe social. Si on veut mener une analyse sociologique, d'intégrer la notion de l'influence, l'influence des groupes de référence sur les comportements des individus. D'accord? Donc, c'est l'axe social, le regard des autres. C'est sûr, c'est pour soi-même, mais également pour autrui. D'accord? Parce que nos comportements, ils sont structurés donc doublement, conjointement, par des variables qui restent quand même individuelles, psychologiques, mais également par des variables sociologiques. Et on est un petit peu dans le domaine de la psychosociologie. Donc après, il faut générer la carte factorielle, donc pour pouvoir identifier les groupes d'individus. Parce que l'ACP donc, peut déboucher sur des cartes qui permettent de visualiser les regroupements d'individus selon les axes retenus. Donc pour ce faire, comme je le graphique, donc génération d'un graphique, générateur de graphique. Et pour la génération de graphique, donc il faut aller vers dispersion. Je ne vais pas faire de la commande, donc pour une autre méthode, et pour ne pas piétiner donc, sur le programme de mon collègue. Le cercle de corrélation. Le cercle de corrélation, Comme ça, ils peuvent voir les interprétations. le cercle de corrélation est la projection des variables et non pas la projection des individus. Le cercle de corrélation, c'est la projection des variables avec les composantes. C'est ça, voilà le tableau, mais il faut des interprétations. Là, l'interprétation, il y a le cercle de corrélation, comme je l'ai précisé dans la présentation. Ouais, le cercle de corrélation. Donc, je nous fais la projection des variables avec les dimensions. C'est pour savoir quelles sont les variables qui composent les dimensions. Donc, soit ou la matrice. Mais moi, ce qui m'intéresse par la suite, c'est de visualiser les individus selon les dimensions retenues. Maintenant, je fais le cercle des corrélations, mais un espace, l'effet, la première composante, les cas de moins l'infini, c'est le plus l'infini, et la deuxième composante, les cas de moins l'infini, c'est le plus l'infini. Maintenant, je moins 1. Au cas de la projection des individus au niveau de ce nouvel espace, selon leur cosinus carré. Et un individu, quand est-ce qu'il est significatif? Lorsque son cos carré est proche de 1. Donc, les logiciels, malheureusement, SPSS, mais c'est une sortie de résultat. Donc, XLStat, c'est les coordonnées des individus selon le nouvel espace, c'est-à-dire les nouvelles dimensions, et également les cosinus carrés pour apprécier de la pertinence ou bien de la représentativité de chaque individu. C'est bon? Maintenant, pour faire la projection,
je reviens sur l'analyse. Analyse, réduction. Donc on a l'extraction. Là, il faut activer. Voilà. Poursuivre. Voilà. Il faut activer, là, le graphique, il faut activer sur le score, il faut activer enregistrer dans régression. OK, poursuivre. Et vous allez voir un petit peu la différence. C'est-à-dire que nous avons un tableau de données de 1 à 6 variables. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. زادوا les facteurs كاملين. Mémoire, هاد les facteurs ما عندي ما ندير بهم كاملين. Donc ناخذ غير de 1 à 2, les deux premières composantes. Quand la règle de Kaiser, on a dit les deux composantes, les nouvelles variables. On a créé de nouvelles variables. Donc, facteur 1, santé. Facteur 2, esthétique, ou bien le social. On donc le libellé. Santé. Le social. Et je vais vers graphique. Voilà qu'il y le pourcentage d'informations. Je vais lire la carte. La première composante, c'est 50% ou 52%. La deuxième composante, c'est 27%. Entre parenthèses. Pour mieux lire la carte. Donc, graphique, générateur de graphique. Donc, OK. Dispersion. X1. L'axe 2. Le social. On a de la carte. Donc, de la carte, je vais la copier. Là, je vais les axes verticales, horizontales. Un le Word, ou la quelque part. Et j'ajoute donc l'axe vertical, l'axe horizontal. Je vais avoir des groupes d'individus. Donc, il y a un groupe NA, il y a un autre groupe NA et un troisième groupe. Et j'interprète les différents groupes. C'est bon? Donc je passe à la deuxième méthode, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, sur l'analyse factorielle, notamment la méthode d'extraction ACP. J'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement et l'intérêt également de cette méthode. C'est bon, j'avance. Donc, l'analyse typologique, c'est avec S, c'est parce qu'également il y a plusieurs méthodes de l'analyse typologique. Comme son nom l'indique, l'analyse typologique, il nous permet de déterminer des typologies. Des typologies se forment de catégories, donc c'est une méthode de catégorisation des individus et non pas de variables. L'ACP ou l'analyse factorielle, nous avons regroupé des variables dans des composantes principales. Mais par la suite, à la fin, avec la carte factorielle, on regroupe les individus. On visualise les groupes d'individus en fonction des dimensions retenues. La typologie, il ne porte pas sur le regroupement de variables, mais plutôt sur le regroupement d'individus.
Et donc, il est beaucoup plus appliqué dans le marketing, notamment au niveau de la segmentation des marchés. Quand on veut segmenter un marché pour déterminer les cibles, ça peut être également le regroupement, pas seulement de consommateurs, ça peut être le regroupement dans le cadre de positionnement. Et le positionnement, il n'est pas seulement appliqué dans le cadre marketing. Donc si je prends dans le cadre marketing, on peut regrouper par exemple des médias. Et pour savoir quel est le groupe de médias dans lequel on va insérer des publicités, parce que son positionnement, son image est la même, elle est cohérente avec notre image. On ne va pas faire des publicités dans des médias dont le positionnement, dont les valeurs qu'ils véhiculent ne sont pas en adéquation avec nos valeurs, avec notre positionnement, avec notre image. Et donc on va choisir un groupe de médias dans lesquels on va insérer nos publicités, nos promotions, nos communications, avec, bien sûr, en adéquation avec notre positionnement. Et donc on peut générer des groupes, soit d'individus, de consommateurs, ça peut être des groupes de médias, ça peut être des circuits de distribution, ça peut être des partis politiques, selon leur positionnement écologique, dans une étude qui porte sur le comportement électoral et sur le choix de gérer les choix électoraux des citoyens. On peut également mener ce genre d'analyse et de typologie. Donc, l'analyse typologique a pour objectif de classifier, ce n'est pas de classer, mais c'est ordre. Classification, déterminer des classes, des groupes. Donc, classification de plusieurs individus en fonction de plusieurs variables, en plusieurs groupes. Ça peut être 2 groupes et plus. 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Ça dépend maintenant des résultats et des données dont on dispose. Et bien sûr, 2 critères, sinon un seul critère important. Il faut que les individus qui composent le groupe, le groupe il doit être homogène. L'homogénéité doit être maximale au sein d'un groupe, c'est-à-dire l'écart type il doit être très faible, la variance, la différence entre les individus selon bien sûr les critères ou le critère retenu. Donc il doit être faible, similarité, une très grande similarité, ressemblance entre les individus. Et d'un groupe à un autre, bien sûr, il faut qu'il y ait dissemblance. L'hétérogénéité, il doit être maximale. Et l'appartenance à un groupe, elle est exclusive. C'est-à-dire qu'un individu ne peut pas appartenir à deux groupes. D'accord ? Quoique dans la réalité, les individus peuvent appartenir à plusieurs groupes. Donc pour les méthodes de la classification ou bien de la typologie, il y a également plusieurs méthodes. Il y a la classification ascendante hiérarchique, il y a les nuées dynamiques, les K-means et d'autres méthodes de classification en fonction de la nature des variables, en fonction également des objectifs. La classification ascendante hiérarchique, c'est une méthode qui permet de faire des regroupements, des agrégations, des regroupements des individus d'une manière successive, 2 à 2. Donc, par exemple, si nous avons 2 individus, sinon 3 individus, selon l'âge, de 25 ans, 75, 22. Je vois le premier regroupement qu'on va faire, 60. On va regrouper les 2 individus qui ont une certaine proximité, dont la distance est faible, minimale. Et dans le jargon de la classification, on parle plutôt de distance que de différence. La distance, elle est toujours positive. Meknès Rabat, c'est Rabat Meknès, 130 km. La différence, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc la première méthode, c'est une méthode d'agrégation successive d'individus, ou bien des groupes d'individus, 2 à 2, les plus proches. Je connais le plus proche de Meknès, c'est le Hajj, machar Rabat. Quand on parle de Rabat, c'est Mohamed et Yasmara et autres. Donc on va faire des regroupements selon la distance minimale. Il y a d'autres critères également pour juger de la proximité entre individus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est seulement la méthode de la classification ascendante hiérarchique, la première méthode. On ne peut pas voir toutes les méthodes, mais la méthode d'Anna, il me plaît parce que elle est simple dans son application. Et au niveau du logiciel également, la lecture, elle est très facile.
Donc la KI, la classification ascendante hiérarchique, la première méthode, il s'applique donc sur des individus statistiques, comme je viens de le dire, ça peut être des entreprises, des personnes, des organisations, des médias, des circuits de distribution ou autres. Et on cherche à regrouper les individus selon un critère de ressemblance. Donc les individus qui se ressemblent, donc ils s'assemblent, comme on le dit. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les données, donc comme l'analyse factorielle, donc il peut porter, la typologie peut porter sur un tableau individu variable. Dès que la matrice, le tableau de données, la transformation au niveau de l'ACP. Sinon, on travaille sur un tableau de distance. Le tableau de distance ou bien la matrice de distance, il est élaboré sur la base du tableau de départ, individu variable. Et je vais vous montrer par la suite, si on aura le temps, de savoir comment élaborer le tableau de distance. Sinon, si on travaille sur un logiciel, il le fait automatiquement selon une règle d'agrégation. Et on verra qu'il y a plusieurs règles d'agrégation et de calcul de distance. Donc pour les paramètres donc, à définir, normalement on doit avoir un premier tableau de données, ce qu'on appelle les données d'origine, soit brutes ou bien normalisées, avec la formule que nous avons vue tout à l'heure. Il faut définir la méthode de calcul de distance. Le logiciel, il faut choisir une méthode. Donc ça peut être euclidienne si on a des variables métriques, le Ki2, la distance de Ki2 pour les variables nominales, Word, etc. Donc il y a plusieurs méthodes, donc, selon la nature ou bien le type de variable. Et puis le critère d'agrégation, et dans la méthode que je vais vous proposer, donc, on va travailler beaucoup plus sur le saut minimum, c'est-à-dire la distance minimale pour faire les regroupements d'individus. Mais vous avez également la méthode de Ward, la moyenne, le saut maximum, etc. Donc là, les calculs de distance classiques, comme vous l'avez vu au niveau du collège, la distance euclidienne. Il y a un autre type de distance, c'est la distance de Minkowski. Et ce que je vous propose, c'est la méthode de la CityBlock développée donc, à l'université de Manhattan. Et c'est une méthode qui a été appliquée pour retrouver les régions, donc les différentes régions aux États-Unis selon la méthode, bien sûr, de la CityBlock. Dans la carte, les régions, bien les wilayas, se forment d'individus, c'est des points, et on a fait la projection en fonction, bien sûr, de la méthode typologique. Et la différence entre la carte réelle et la carte réalisée par l'analyse typologique n'était pas vraiment très... elle était minime, donc la différence est faible. Donc la méthode de la CityBlock, elle est très simple. Quand on prend, par exemple, des individus, donc un premier individu A, B, pour A, il a un âge de 20 ans, 30, un poids, par exemple, de 50, 70, pour calculer donc, la distance entre A et B, on le verra par la suite, donc distance entre les deux individus, donc A et B, c'est une somme, mais en valeur absolue. Pourquoi? Parce que la distance, elle est toujours positive, donc c'est en valeur absolue. On a la valeur absolue, on a le carré, la première, et qu'il y a d'autres. Donc, il y a 20 moins 30, c'est 10. C'est-à-dire la différence là, la distance, 10. 50 moins 70, c'est 20. La somme, c'est 30. Et on passe A avec C, B avec C, et ainsi de suite. D'accord? Et on fait la somme donc, pour décider par la suite des regroupements. Donc, si je prends à titre d'exemple ce tableau de distance qui est déjà élaboré sur la base d'un tableau individus variables. Donc on a les individus en colonne et les mêmes individus en ligne. On a 5 individus. A, B, C, D, E. Supposons que c'est des marques. La marque A, la marque B, la marque C, ou bien des personnes. Première personne, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 5e personne. En colonne, les mêmes personnes en ligne. Le tableau de distance entre les villes. C'est-à-dire les villes, qui ont des agendas, des blocs-notes, etc. C'est la tradition. Donc la distance minimale, c'est entre A et C. C'est le premier regroupement à faire. C'est des regroupements successifs. Donc A et C ils vont faire partie d'un même groupe. Donc on va avoir un nouveau tableau
Donc, on a fait A avec C, le reste, B, D et E. Et on recalcule les distances. La distance entre un point et lui-même, c'est 0. C'est normal. Maintenant, comment on calcule la distance entre B et AC, entre un individu et un groupe d'individus? Nous avons deux façons de le faire. Donc, soit on prend le minimum, le min, distance B, A avec B, distance B avec C. Donc A, B avec A, B avec C. C'est bon? Donc je reviens donc le premier tableau. Donc B avec A c'est combien? 16. B avec C c'est 17. 17. Donc le minimum c'est combien? C'est 16. Sinon je prends une moyenne. Et je mets ici, donc soit 16, c'est le minimum, ou bien 16,5. Et on obtient le même résultat à la fin. Donc soit on calcule une moyenne, donc, soit on prend le minimum. Mais le résultat à la fin, ce qui nous intéresse, le résultat c'est les groupes d'individus, on aura les mêmes groupes, qu'ils soient par la moyenne ou bien par le minimum. C'est bon? Donc la distance donc, appliquée dans ce cas, c'est le minimum, ce n'est pas la moyenne. Donc les regroupements ils vont se faire de la sorte. Donc on aura une deuxième, donc une première itération. Donc B avec AC c'est 16, D avec AC le minimum c'est 4, E avec AC c'est 9, et puis D avec B c'est 25, c'est le premier tableau, E avec B c'est 2. C'est bon? Le minimum c'est 2. Donc le deuxième regroupement c'est B avec E. Donc on aura donc un autre tableau, donc c'est à ce niveau-là. AC, c'est déjà, on l'a déjà créé. Donc maintenant, on va créer un deuxième groupe, c'est B avec E. Et on revient au calcul des distances, avec le même procédé. Donc après, on va voir le son minimum. Donc le minimum, c'est 4. Donc pour 4, on va regrouper D avec AC. Donc on aura D avec AC, le groupe BE. Et on aura 9. Maintenant, on arrête les itérations lorsqu'on parvient à deux groupes. Sinon, on va la population totale. Donc, quand est-ce qu'on arrête l'algorithme de calcul? C'est lorsqu'on parvient à deux groupes. Si on n'a pas de groupe, on continue donc les itérations. Donc, maintenant, on va élaborer ce qu'on appelle le dendrogramme. C'est le plus important. Enfin, de l'analyse, les calculs ne sont pas importants donc, en termes d'interprétation. Donc, il faut déterminer le dendrogramme. Donc, comment on détermine ce dendrogramme? C'est-à-dire l'axe vertical. On prend le saut, le premier saut minimum, c'était combien? C'était 1, après 2, après 4, après 9. Au niveau 1, nous avons regroupé A avec C. Le deuxième regroupement, c'était BE. Donc au niveau 2, donc BE. Et au niveau 4, nous avons ajouté à A, C, D, soit à droite ou là à gauche. Et au niveau 9, on a les deux grands groupes, toute la population. On a le centre. Donc maintenant, on a toute la population totale, ou bien l'échantillon, divisé en combien de groupes? Dans un premier temps, deux groupes, G1 et G2. C'est le premier niveau de coupure. G1 est composé de combien d'individus?
3 individus sur combien? Sur 5, ça nous fait combien? 60% de la population étudiée. Le reste, c'est 2 parmi 5, ça nous fait 40% de la population étudiée. Supposons que D, A, C, puisque c'est le même groupe, que A, il a 20 ans, B, 22 ans, C, 22 ans, parce qu'il y a de la proximité, c'est entre eux. L'âge moyen, c'est combien? C'est, par exemple, 21,2. Population, comment elle est jeune. Donne-moi les interprétations. Je reviens à l'analyse bivariée, le croisement entre les groupes et les variables, pas seulement les variables actives, c'est les variables de la fiche signalétique, d'autres variables qui n'étaient pas actives dans l'analyse. Donc, D, c'est une femme, A, c'est une femme, C, c'est un homme. C'est un groupe qui représente 60% de la population, jeune et majoritairement féminin, constitué par des femmes à raison de 67%, 2 tiers. Et je continue à décrire, parce que la méthode, c'est une méthode descriptive. C'est bon, c'est clair? Voilà, donc maintenant on a le 3e niveau de coupure, je veux dire S1, S2, S3. S1, c'est 1 sur 5, 20%. S2, 2 sur 5, 40%. S3, c'est également 2 sur 5, c'est 40%. Et je continue donc à décrire donc, les groupes en fonction des variables donc, de description. Croisement, je reviens à l'analyse bivariée. Donc je mets les groupes dans un tableau. Donc G1, G2, G3, si j'ai 3 groupes, sinon si j'ai 2 groupes, G1, G2, et je mets âge, revenu, sexe, etc. Et j'aurai le descriptif donc, de ces 3 groupes en fonction des variables de description. C'est bon? Donc, je ne vais pas vous encombrer donc, par un exemple de calcul donc, des distances pour visualiser les groupes. J'ai un exemple très intéressant à ce niveau-là pour faire des regroupes de marques selon leur image. 5 marques, la marque A, c'est des marques de nettoyants pour sol, monsieur propre. Les filles, je crois, connaissent mieux que les garçons. Yakullah, d'abord, c'est la même chose. Donc, les critères retenus pour décrire ces marques et pour constituer des groupes de marques, des univers, selon leur positionnement, l'odeur agréable, la puissance, le sans-rinçage et l'aspect écologique. Et c'est un exemple qui reste comme très intéressant, mais je crois qu'on n'aura pas le temps pour le faire. Je passe directement donc, à l'application sur SPSS. Elle va être beaucoup plus intéressante parce que vous n'allez pas faire des calculs de ce genre pour calculer les distances selon le semi-minimum ou bien selon la moyenne. Là, c'est la moyenne. Tous les calculs donc, ont été effectués. On ne va pas revenir sur ces calculs. Les groupes ils sont identifiés de la sorte. Donc là, nous avons donc, groupe 1, le groupe 2. Le groupe 1 est formé de AE. Le groupe 2 est formé de C, D et B. Mais l'interprétation, c'est elle qui est très importante. Il ne faut pas dire seulement le groupe 1 c'est 40%, le groupe 2 c'est 60%. Il faut les décrire selon les variables initiales. Donc pour les décrire, nous avons des points d'image. Vous voyez le tableau initial. Donc si nous avons le groupe AE, le groupe AE, donc AE c'est 60, l'odeur agréable et 61. La moyenne en termes de points d'image c'est 61,5. 61. Pour la puissance, 24 et 30. 54, donc c'est 27. Ah, il y a 27. D'abord 61, premier, soit 27. Le sans-rinçage, 35 et 29, donc 34 et 30, c'est soit hein? Donc 32. Et enfin, 68 et 75, yallah, sahab, calcul mental, calcul 140, 143, il y a 71,5, 71,5. Qu'est-ce qu'on va déduire? Le groupe AE, il est comment?
écologie et à odeur agréable. Et on va dire c'est le groupe de marques qui développe ce positionnement donc écologique et à odeur agréable. Alors que le deuxième groupe, il va se positionner sur la puissance et le sans rinçage. Et donc on va dire que c'est le groupe de nettoyants pour sol efficace. C'est l'axe efficacité. Et l'avantage recherché par les consommateurs, donc pour le premier groupe, c'est son aspect écologique et à odeur agréable. Et le deuxième groupe de marques sur le marché, il est acheté ou bien il développe un positionnement d'efficacité. C'est l'axe efficacité, efficace. Deux groupes qui sont sur le même produit, mais le positionnement, l'image même perçue, parce que c'est une étude de perception, l'image perçue par les consommateurs n'est pas la même. Et donc ces deux groupes, en termes de concurrence, on va dire, est-ce que c'est de la concurrence directe ou bien indirecte? À mon avis, c'est de la concurrence indirecte, même si on est sur le même produit, mais on n'a pas les mêmes cibles, on n'a pas les mêmes consommateurs. L'application que je vous propose, donc adosser les moyennes calculées donc, pour faire une meilleure interprétation. Donc, c'est un exemple sur la perception du shopping. Comment on perçoit le shopping? Il y a ceux qui perçoivent le shopping comme étant une corvée, généralement les hommes. Et puis, il y a ceux qui perçoivent le shopping comme étant donc, du plaisir. C'est peut-être faire autre chose, vivre une autre expérience dans le cadre du shopping. Donc, l'étude, c'est une étude qui porte sur les attitudes donc, d'un échantillon, d'une cible, et qui ont exprimé, donc ces individus, leur degré d'approbation, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, donc une échelle d'attitude allant de 1 à 7, 7 points, selon les affirmations ou bien les questions suivantes. Première variable, est-ce que vous jugez le shopping comme amusant? Pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Le shopping est mauvais pour la santé. Je profite. La santé ou là le budget? Budget. Le shopping, je profite pour manger à l'extérieur. J'essaie de trouver les meilleures affaires quand je fais du shopping. Le shopping ne m'intéresse pas. Vous pouvez économiser beaucoup d'argent en comparant les prix. Donc c'est un questionnaire qui a été soumis donc, à un échantillon d'individus. Donc on récolte les données, on les présente sous forme d'un tableau, individus variables. Donc dans ce cas, on a 20 individus, c'est pour simplifier un petit peu l'application, et on a les 6 variables. Donc après, donc on passe donc, au logiciel. Le plus important au niveau de cette méthode, c'est de générer ce qu'on appelle le dendrogramme, l'arbre hiérarchique, pour pouvoir, avec le dernier schéma de la présentation, pour visualiser la typologie ou bien les groupes d'individus. Donc voilà notre cas, donc les variables V1 jusqu'à V6. Le shopping est amusant jusqu'à vous pouvez économiser beaucoup d'argent en comparant les prix. J'ai ajouté 2 variables, le sexe ou bien le genre et l'âge, pour vous montrer un petit peu comment faire la description par la suite, le croisement entre les groupes générés et les variables de description. Donc l'âge, donc c'est une échelle. Le sexe féminin, masculin, donc c'est du nominal, variable nominale. Et puis nous avons les échelles d'attitude, donc qui sont considérées comme étant des variables mesurées d'une manière ordinale. Donc nous avons les données. Et après, donc on passe donc à l'application, analyse. Qu'est-ce qu'on va chercher comme méthode dans cette panoplie de méthodes proposées? La méthode, c'est une méthode de quoi? De classification. Donc je cherche soit typologie la kaina,
ou bien classifier. Donc nous avons plusieurs méthodes de la classification et je choisis donc les clusters hiérarchiques parce que j'ai exposé la méthode de la classification ascendante hiérarchique. Donc c'est une méthode de clustering ou bien de classification. Cluster, on choisit les variables actives. Je nomme les variables actives V1 jusqu'à V6. Pour décrire les groupes. Donc je vais les introduire. Donc statistique, c'est la matrice de distance, mais on n'en aura pas besoin. Les sorties de résultats annexes, mais le plus important c'est le dendrogramme, l'arbre hiérarchique. Donc tracé et j'active le dendrogramme. Donc, le plus important, est-ce qu'il est vertical, horizontal, peu importe. La méthode. Les méthodes, il y a plusieurs méthodes. Donc distance entre groupes, intragroupe, le plus proche, le plus loin. Et puis vous avez les méthodes à ce niveau-là, la distance euclidienne, cosinus, corrélation de personnes, Chebyshev, bloc, distance de Minkowski ou autre. D'accord. On a la city block, la méthode de Manhattan, la city block. Donc, bloc, poursuivre. OK. Donc, adorer les calculs intermédiaires. Mais le plus important par la suite, c'est l'arbre hiérarchique. Donc voilà donc, notre arbre hiérarchique. Voilà l'arbre hiérarchique. Donc si on prend le premier niveau de coupure, on a combien de groupes? Et là, le premier niveau de coupure, c'est à la fin donc, des itérations, c'est deux groupes. Le premier groupe, voilà. Donc, c'est le premier groupe, fait le 9, 11, 5, 13, 2, 18, 19, 4, 10, 16 et 14. C'est bel comme le premier groupe là. Donc, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur combien? Sur 20. 20 individus, avec 20 dans la base de données. Donc, 11 sur 20, ça nous donne combien en pourcentage? 55%. Le deuxième groupe, donc automatiquement, c'est 45%. Ou quand je vous dis que ça, quand dire le calcul des moyennes, d'accord, c'est important pour l'ensemble des variables actives et également le tableau croisement avec le genre. Je vous les individus, c'est des femmes ou des hommes, et on continue l'interprétation. Le deuxième groupe est composé de 15, 17, 1, 8, etc. Et on va essayer donc de les interpréter en fonction des moyennes calculées donc sur l'ensemble des variables. J'espère qu'on a un tableau. Voilà. Donc, si je prends maintenant la typologie en trois groupes par rapport à l'exemple, donc j'aurai le groupe 1, 2, 3. On a la typologie dans le premier niveau de coupure, faire 2. ولكن 2 هذه c'est automatique تعطينا l'algorithme تيوقف تما. Interpréter les données en deux groupes, si on juge qu'il n'y a pas 3, 4, 5 groupes, mais si on juge que la typologie peut déboucher sur plusieurs groupes, notamment 3 et plus, ça serait intéressant de commenter dans ce sens, au lieu de prendre deux groupes, parce que c'est réducteur. Deux groupes, c'est réducteur, sauf si les résultats l'imposent. Donc si je prends 3 groupes, on calcule les données,
Ils sont calculés, les moyennes, ils sont calculées d'une manière automatique. D'accord? Donc, le premier groupe, ou là le troisième, sa moyenne, elle est de 5,7 sur une échelle allant de 1 à 7. Donc, il est presque tout à fait d'accord avec le fait que le shopping est amusant. Il est également, la moyenne est très forte sur V3 et sur V5, elle est très faible. ولكن عندنا 3,6, 3,1, 3,8. Pourquoi je ne l'ai pas prise en considération à votre avis? خديت ال 1 وخديت 6 ou 5. هذيك 3 sur une échelle, 3,6 sur une échelle de 1 à 7, c'est la moyenne. On est un petit peu la médiane ou la moyenne, في الوسط. C'est pas important en termes d'attitude. Soit on est d'accord ou bien pas du tout d'accord. C'est ça le plus important de l'analyse. Donc, le groupe 2, il est beaucoup plus caractérisé par V1 faiblement, V3 faiblement et V5 d'une manière forte. Pour le groupe 1, donc V2, V4 et V6. L'interprétation est la suivante. Donc, V1, V3, donc positif, en rouge. Donc, V1, le shopping est amusant. V3, je profite du shopping pour manger à l'extérieur. Et V5, négativement, le shopping ne m'intéresse pas, le shopping m'intéresse. Et c'est amusant. Et je profite pour manger à l'extérieur. C'est ce que nous avons appelé les acheteurs avertis et aimant s'amuser, ou bien les adeptes du shopping. Ils sont pour le shopping, c'est les adeptes. Il faut créer des appellations, parfois originales, empruntées, soit de la littérature, du domaine en question, ça peut être de la mythologie, ça peut être de l'histoire, du sport, de l'art, etc. Le marketing, le segment VIP, gold, c'est les cartes bancaires, gold, silver, etc. Le deuxième groupe, donc négativement avec V1, V3, le shopping n'est pas amusant, négativement, très faible, elle n'est pas d'accord. V3, je profite pour manger, je ne profite pas du shopping pour manger à l'extérieur, et d'accord avec le shopping qui ne c'est des personnes qui ne s'intéressent pas, que le shopping ne les intéresse pas, etc. Donc c'est les anti-shopping. Le groupe 1, positivement V2, V3, le shopping est mauvais pour le budget. Mauvais pour le budget. Il y a le mot economicus. Homo economicus. D'accord, les rationnels. Les calculateurs. Ainsi les acheteurs économes. Homo economicus selon l'économie, la science économique. Les calculateurs, ça peut être les radins, sans connotation péjorative, bien sûr. Sans connotation péjorative. Donc, je reviens maintenant au logiciel. Non, allez, c'est une autre étude. Analyse, réduction, classification, cluster hiérarchique. Et votre chalage. حتى غادي يكون سي البي بي تي ديابوراما خصو ينزل ما يبقاش الديابوراما normalement ما كاينش ني با اون ديابوراما بي دابا كلشي طفى هادشي خرج كبير بزاف
C'est bon? Donc, analyse, classifier, cluster hiérarchique. Donc là, les clusters, c'est les observations. Donc on fait le regroupement d'observations et non pas d'individus. Enregistrer. Et là, je mets une seule partition, nombre de clusters. Je prends la typologie, par exemple, en 2 groupes. Là, on a de 3 groupes. 3 groupes. Poursuivre. OK. Donc, les clusters à mode Zedon. Donc, le premier individu, il appartient au premier groupe. Il y a 1. Le deuxième, c'est le troisième groupe. Deuxième groupe pour la troisième personne, et ainsi de suite. C'est l'appartenance, l'affectation des individus aux différents groupes. Donc, par exemple, si je travaille sur la segmentation de marché, je vais intituler la variable segmentation. Ou bien groupe stratégique, ça dépend. Ou bien positionnement. Segmentation. OK. Et je vais vers analyse, croisement, tableau croisé, donc descriptive, tableau croisé. Et je choisis, par exemple, segmentation en ligne avec sexe en colonne. Statistique. Qui 2, par exemple. Voilà les cellules. Pourcentage en ligne. OK. Voilà. Donc, pour le groupe 1, il est formé de 8 individus, sur 20, ça nous donne 40%. Sexe, donc avec un poids égal, 50% de femmes et 50% hommes. Le groupe 2, la majorité, si je suppose que 2 c'est des hommes, la majorité c'est des hommes, 66%. Le groupe 3, donc la majorité c'est des femmes. Donc j'ai 3 groupes, 40%, et le reste, 30%, 30%. Le premier groupe hybride, donc hommes et femmes, avec un poids égal. Le deuxième groupe, donc 30%, c'est des hommes masculins, et le troisième, c'est féminin. Et je continue donc à interpréter, donc avec d'autres croisements, j'ai d'autres variables, l'âge, etc. Maintenant, je passe à la classification nue et dynamique. Là, je voudrais le clustering. Donc, non, statistique, affectation, méthode, c'est bon. Enregistrement, c'est bon. J'annule. Et je reviens vers les nus dynamiques. Les nus dynamiques, cluster de nus dynamiques. Donc j'introduis les 6 variables. Donc là, OK. Voilà, les centres de classe. Donc le premier groupe, on a 2 groupes, maintenant 3 groupes. Je n'ai pas précisé, par défaut 2 groupes, groupe 1 et groupe 2, cluster 1, cluster 2. La moyenne, le premier groupe, sur la première variable, c'est 5 sur 7. Troisième variable et cinquième variable. C'est le groupe des adeptes du shopping. Le deuxième groupe, il est beaucoup plus sur mauvais, 4. 4,
j'essaie de trouver les bonnes affaires, les promotions. Le shopping ne m'intéresse pas, donc c'est les anti-shopping. Et leur donner de groupe, qu'ils les anti, ou qu'ils les adeptes. Ben, je crois que je suis à la fin de ce séminaire. J'espère que j'étais à la hauteur de vos aspirations. Et si vous avez des ajouts, des compléments, des remarques, sinon des critiques, n'hésitez pas. C'est bon? Voilà, merci infiniment.